Pour beaucoup, la pop culture des années 60 peut se résumer aux 3 B, Beatles, Bond, Batman. Et pourtant, la série mettant en scène Adam West a bien failli ne jamais voir le jour. Et pour cause, le titre a manqué d'être annulé. Batman retiré des kiosques nous semble aujourd'hui impossible, et pourtant. Une fois la guerre finie, les comics cessent de devenir un outil de propagande et commencent à tomber en disgrâce. En 1947, le psychologue Frederick Wertham se lance dans une campagne contre les war comics, horror comics et autres super-héros dont il fait une affaire personnelle. Pour lui, toutes ces bandes dessinées ont une influence néfaste sur la jeunesse et quelques faits divers isolés viennent porter son propos. Devant cette cabale prenant de plus en plus d'ampleur, l'Association of Comics Magazine Publishers sera fondée le 1er juillet 1948 et ses membres s'engagent à suivre un code d'autocensure quant à la nudité, la représentation du crime, le sadisme, le langage, le divorce, des groupes ethniques et religieux. Mais ceci ne suffit pas à apaiser les esprits. Le sénateur Est Kefauver charge Wertham à l'été 1950 de superviser une enquête sur les liens entre illustrés et délinquance juvénile. Cela mènera à la publication du brûlot de Wertham en 1954, Seduction of Innocent, sorti étrangement au moment de la délibération de la commission. Une quinzaine de petits éditeurs n'y survivent pas. La CMP devient la CMAA, Comics Magazine Association of America, et le 27 octobre entre en vigueur le Comics Code Authority, organisme indépendant qui juge de la bienséance des titres à paraître selon les points suivants. Toute représentation de la violence excessive et de la sexualité est interdite. Les figures d'autorité ne doivent pas être ridiculisées ni présentées avec un manque de respect. Le bien doit toujours triompher du mal. Les personnages traditionnels de la littérature d'horreur, vampires, loups-garous, zombies, etc. sont interdits. Les publicités pour le tabac, l'alcool, les armes, les images du pin-up sont interdites dans les comics. La moquerie ou les attaques envers tout un groupe racial ou religieux sont interdits. Si les titres suivent ces règles, ils auront droit au label Approved by the Comics Code Authority. Batman et Robin, évoluant dans un univers de polar, durent adoucir leur univers. Les personnages qui en firent les frais furent Double Face, jugé grotesque, et Catwoman, trop sensuelle. À la fin des années 50, Mort Weisinger commença à insuffler un peu de sang neuf à la série Superman, en la tournant plus vers la science-fiction. Batman était alors en perte de vitesse, bien que toujours numéro 2 des ventes de comics, et on se dit que ce serait pas mal si le Chevalier Noir suivait les pas de l'Homme d'Acier. Superman se bat aux côtés de Supergirl? Très bien, on va rajouter une certaine Batwoman, puis Batgirl. Superman a un chien, Crypto? Batman aura Ace, le Bat Dog. Les aliens menacent Metropolis, ils deviendront un problème récurrent à Gotham City. En gros, Jack Schiff, à la rédaction de Detective Comics et Batman, copie allègrement tout ce qui se fait dans Superman, au point qu'il en dénature totalement la série. Il faut alors remettre Batman sur les rails. On fait alors appel à Julius Schwartz, il s'était déjà taillé une bonne réputation en redressant des séries comme Flash ou Green Lantern. Pour lui, pas de gros changements nécessaires car les bases sont déjà là, et elles sont bonnes. Il faut juste moderniser la série, mettre un ascenseur dans la Batcave, changer un peu la Batmobile pour un modèle plus puissant avec un téléphone portable relié directement au bureau du commissaire Gordon, et surtout, retravailler le costume avec l'ajout du cercle jaune sur la poitrine rappelant le Bat-Signal. Qui dit nouveau look pour la série dit nouveau dessinateur. Et c'est là que ça coince. Julius Schwartz veut Carmine Infantino. Seulement Bob Kane, le créateur de la série, est toujours actif et ne consent pas à lâcher son bébé comme ça. Après négociation, Infantino reprendra le dessin à partir du Detective Comics numéro 327 et Bob Kane continuera d'assurer les planches dans le magazine Batman tout en se pliant à la modernisation du personnage. Dans The Seduction of Innocent, Frederick Wertham accuse Batman de promouvoir l'homosexualité à travers sa relation avec Robin. Puisque l'arrivée de Batwoman et Batgirl dans la Bat-Family ne suffirent pas à calmer les esprits, Schwartz décida de revoir l'organisation du manoir Wayne. Il demanda à Bill Finger, scénariste historique de la série, d'écrire pour le Detective Comics 328 une histoire où il allait tuer Alfred pour introduire le personnage de Harriet, la tante de Dick Grayson. Je répète, ils ont tué Alfred pour le remplacer par tante Harriet. Bon, au moins maintenant il y a une femme à la maison, la morale est sauve. En 1952, Whitney Ellsworth et Robert G. Maxwell développent en syndication une série sur Superman pour la télévision, avec George Reeves dans le rôle titre. En 1954, suite à la diffusion des premiers programmes couleur, la série sera tournée en couleur, mais continuera d'être diffusée en noir et blanc. Il faudra attendre l'annonce à l'automne 1965 de la transition vers la couleur pour que les téléspectateurs américains puissent découvrir le costume bleu et rouge de l'Homme d'Acier. Suite à l'arrêt de diffusion de la série en 1958, les productions Ed Graham commencent à se rapprocher de DC
Comics pour acheter les droits d'adaptation de Batman pour la chaîne CBS, avec le footballeur Mike Henry dans le rôle titre, qui s'était illustré dans le soap General Hospital et qui se fera connaître en tant qu'acteur auprès du grand public avec son interprétation de Tarzan. Dans les années 60, la jeunesse américaine commence à s'intéresser au concept de nanar. C'est dans cet esprit que la Columbia va déterrer le serial Batman 1943 pour le projeter dans les campus en 1965 pour combler les jeunes à la recherche de films tellement mauvais qu'ils en deviennent bons. Ce n'est pas encore une version expurgée de ses propos raciaux qui sera diffusée, telle que la ressortie en VHS dans les années 80, mais bel et bien la version originale, non recoupée sur un marathon Batman de plus de 3 heures. Le succès est tel que Hugh Hefner, le patron de Playboy, diffusera pour ses convives le serial dans sa mansion de Chicago. C'est là que le producteur Douglas Kramer, travaillant pour la chaîne ABC, verra l'homme chauve-souris et décidera d'en faire une adaptation amusante et branchée dans le style de la série The Man from U.N.C.L.E., des agents très spéciaux. Douglas Kramer contacte alors les scénaristes Yellow Duff, Harv Bennett et Edgar J. Sherrick pour qu'ils planchent sur le sujet car ils savaient qu'ils aimeraient développer un programme consacré à un personnage de BD. Seulement, CBS détient toujours les droits du personnage. Mais, comme leur adaptation traîne en longueur, la négociation tourne court, DC Comics récupère les droits et signe aussitôt avec ABC qui charge la division des productions TV de la 20th Century Fox de produire la série avec une diffusion en prime time. Le projet arrive alors entre les mains de William Dozier, qui n'est pas un grand fan du comics. Ce dernier ne veut pas faire une série Batman, mais une série Superman. Seulement, les droits sont déjà pris. Il se rabat alors sur Dick Tracy. Le projet avance, mais ne trouve pas preneur. Un pilote sera tout de même réalisé en 1967. Ce dernier va acheter, pour voir, le Batman de mai 1965, qu'il va bouquiner dans l'avion. Histoire qui Lily met en scène le Sphinx, un personnage apparu en 1948 qui marque ici son grand retour. Le personnage y est complètement délirant, et c'est ce qui va convaincre Dozier du potentiel de la BD. Il va développer une histoire fonctionnant sur plusieurs degrés, de l'action et de l'aventure pour les enfants, et de l'humour plein de double sens pour les adultes. Alors que ABC et la Fox s'attendaient à une série drôle et dans l'air du temps, mais avec des intrigues traitées sérieusement, William Dozier va soumettre une parodie de l'univers de Batman, imprégnée de l'esprit pop art de Andy Warhol et Roy Lichtenstein. Vint alors le moment du casting. Dans un premier temps, on pense au tandem Ly Waggoner et Peter Deal. Seulement, le duo ne convient pas assez impliqué dans le rôle. On pense alors à Adam West, plus habitué au rôle sérieux, mais qui venait de s'illustrer dans une pub pour Nesquik où il parodie James Bond. Pour lui donner la réplique, un jeune agent immobilier qui rêve de devenir acteur, et qui se fait repérer au casting en réalisant ses propres cascades, Burt Yard. Cette fois, la magie fonctionne. ABC se veut ambitieux pour la licence. Ils veulent sortir simultanément la première saison de la série ainsi qu'un film à l'automne 1966. Seulement, ils réalisent qu'il vaut mieux sortir la série tant que le serial est frais dans l'esprit des spectateurs. La première est donc avancée à janvier 1966 et la production du film est repoussée à la fin de tournage de la première saison. Le budget étant déjà voté, Dozier fera passer sur le budget du film des éléments comme le Batcopter, le Batboat, le Batcycle, afin de pouvoir les utiliser au plus vite. William Dozier ayant été convaincu de réaliser Batman pour ABC par un numéro du comics mettant en scène le Riddler, c'est bien évidemment lui qui sera au cœur du premier épisode. Nous sommes à l'exposition universelle de Gotham City, au pavillon de la République de Moldavie, où le Premier ministre fait son discours inaugural et s'apprête à dévoiler le clou de l'exposition. Seulement, un attentat au gâteau piégé vint l'interrompre. L'explosion libère une énigme. Why is it arranged like a bell? Une seule personne pour répondre à cette énigme, signée le Sphinx, Batman. Bruce Wayne, qui était alors en plein mécénat d'une association anticriminelle, se fait interrompre par Alfred. Prétextant à l'attente de Dick, Harriet une partie de pêche afin de ne pas l'inquiéter, il file à la Batcave et générique. Par déduction successive, le dynamique duo en vint à la conclusion que le Sphinx doit être à la galerie d'Art Pearl. Mais avant de rentrer dans la bâtisse, ils reçoivent par téléphone une nouvelle énigme. Ils s'introduisent dans la galerie en escaladant le mur et arrêtent le Sphinx qui tenait en joue le conservateur. Mais c'était une mise en scène pour faire accuser Batman d'arrestation arbitraire et le traîner devant les tribunaux où il devra révéler son identité secrète. Seulement le Sphinx avait dissimulé 2 devinettes supplémentaires dans la mise en demeure qui va les mener à une adresse. Arrivé dans une nouvelle boîte à la mode, Batman part en quête d'informations tandis que Robin reste dans la Batmobile. Il est mineur, il ne peut pas rentrer. Après avoir bu un jus d'orange, Batman se fait interpeller par une jeune femme, Molly, qui lui pose une énigme. Après une danse endiablée, Batman commence à défaillir. Son jus d'orange a été drogué. Le Sphinx en profite pour kidnapper Robin. Batman, encore désorienté par la drogue, ne peut se lancer à sa poursuite et... cliffhanger. Bon, alors, que penser de ce premier épisode? Déjà, il est en couleur. Rigolez pas, ça a l'air de rien comme ça maintenant, mais à l'époque c'était vraiment quelque chose.
Comme nous l'avons vu tout à l'heure, la première émission télé diffusée en couleur aux États-Unis sera The Tournament of Roses Parade le 1er janvier 1954 sur NBC. Dans les années 50, plusieurs séries en syndication comme Superman seront tournées en couleur, mais tout de même diffusées en noir et blanc car le procédé de transmission coûte cher et car trop peu de postes sont équipés. Les premières vraies séries à être diffusées en couleur seront des dessins animés de Hanna-Barbera sur ABC comme Les Pierres à Feu ou les Jetstones en 1962. Mais la première émission à vraiment marquer les esprits sera Walt Disney's Wonderful World of Color en 1961 sur NBC. Donc en soi, le fait que Batman en 1966 soit en couleur est un événement, et il faut le montrer. Le monde sombre et nocturne du Chevalier Noir va donc devenir bariolé avec des couleurs vives montrées à outrance. La série est en couleur et il faut le montrer. Ensuite, il y a l'humour. Dans cet épisode, il est surtout centré sur le domaine du Sphinx. Enfin, petit florilège. Quel rapport y a-t-il entre une œuvre d'art et un fruit? Don't tell me. La réponse c'est on mange l'un avec la bouche mais l'autre avec les yeux. Mais oui, les deux se mangent. Une œuvre d'art se mange avec les yeux. Nous ne sommes pas très malins, c'était facile, on aurait pu trouver ça tout seul. Deux énigmes à chercher, Batman. Quel est le fort que l'on mange à la fin d'un repas? Le roquefort, Batman. Bien. Mais oui, c'est excellent. Pourquoi les puces aiment-elles tellement Jeanne d'Arc? Oh, c'était peut-être parce qu'elle était... La pucelle d'Orléans. C'est là où vous trouverez votre cher associé. Faites bonne chasse. Ensuite, il y a le cliffhanger. Alors le cliffhanger, c'est le coup de génie involontaire de chez ABC. À l'origine, les épisodes étaient tournés pour être diffusés d'un bloc de 45 minutes. Seulement, il n'y avait pas de case horaire permettant de diffuser l'épisode en entier dans la grille de la chaîne. ABC décide donc de couper les épisodes en deux, et de diffuser une première partie le mercredi et la fin le jeudi. Du coup, une attente se crée au niveau des spectateurs. Que ce soit dans les cours de récréation comme dans les bureaux, on débat pour savoir comment notre dynamique duo va s'en sortir. Du fait que la résolution arrive dès le lendemain soir, la hype ne retombe pas et la chaîne s'assure une audience fidèle 2 soirs par semaine. Et enfin, il y a le casting. Dans le rôle du Sphinx, on retrouve Frank Gorshin, qui, avant de connaître le succès en Batman, s'est fait connaître sur les scènes de Las Vegas et dans le Ed Sullivan Show sur CBS pour ses imitations. Il sera par ailleurs nommé aux Emmy Awards pour son rôle du Riddler dans Batman. À ses côtés, le temps de 2 épisodes, Jill St. John, nominée en 1963 pour le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie musicale, pour son interprétation dans Come Blow Your Horn, et qui est aujourd'hui connue pour son rôle de Tiffany Case dans le James Bond Les Diamants sont éternels, sorti en 1971. Bref, un casting 4 étoiles. Tous les éléments qui vont faire le succès de la série sont déjà là. Le casting, les scènes très colorées, le cliffhanger et surtout l'humour, qui va se peaufiner au fil du temps, impliquant beaucoup de double sens afin de faire rire les enfants, public cible, mais également les adultes qui vont se réjouir des blagues graveleuses cachées. Et dans le second épisode, Smack in the Middle, nous aurons droit aux onomatopées surgissant lors de la baston finale qui permet de rythmer un combat en réalité plutôt mou, et de cacher les coups pas réellement portés. Inspiré par les comics, l'imagerie pop art, notamment les œuvres de Roy Lichtenstein, mais également emprunté à la bande-annonce de An Evening with Batman and Robin. ABC n'attend pas grand chose de la série, les projections tests s'étant avérées catastrophiques. Le succès sera pourtant immédiat, engendrant une Batmania. Enfin, succès sauf chez les fans du comics qui se sentent trahis par cette interprétation parodique du Chevalier Noir qui avait eu tant de mal à retrouver son sérieux dans la bande dessinée et qui craignait que la série ne déteigne sur les comics. Les épisodes se suivent, les méchants iconiques s'enchaînent avec, à l'interprétation, un casting toujours d'exception. Dans le second arc, Burgess Meredith interprète le Pingouin. Meredith est un vétéran du cinéma puisqu'il commence sa carrière au théâtre en 1926. Dans les années 50, accusé d'être communiste, il sera inscrit sur la liste noire du cinéma. Il s'illustrera pourtant dans plusieurs épisodes de 4ème dimension. Habitué à des rôles sérieux, il se donne pourtant à fond dans le rôle du Pingouin. Son rôle le plus connu aujourd'hui est celui de Mickey Goldmill, l'entraîneur de Rocky. Dans le troisième arc, l'antagoniste n'est d'autre que le Joker qui a enfin droit à une adaptation à l'écran, interprété par César Romero, également un vétéran du cinéma. César Romero interprétera surtout les rôles de Latin Lover au cinéma durant les années 30 à 50, notamment dans La Femme et le Pantin en 1935 aux côtés de Marlène Dietrich. Associant son succès à son iconique moustache, il refusera par superstition de la raser pour son rôle de Joker. Par la suite, des acteurs d'exception vont continuer à apparaître dans la série. Pour les plus notables, saluons la présence de Julie Newmar dans le rôle de Catwoman, star de Broadway et professeur de danse pour les stars dont Anita Heiberg. Dans le rôle de Egghead, personnage créé pour la série, on retrouve Vincent Price, star des films d'horreur connu également pour son inimitable voix qu'il mettra au service de la radio et de nombreuses voix de narrateurs. Dans le rôle de Mr. Freeze, Otto Preminger, réalisateur entre autres de La Rivière sans retour. Liberace, pianiste de talent, interprète Chandel, personnage créé également pour l'occasion.
Parallèlement à Batman, William Dozier produit la série Le Frelon Vert où le jeune Bruce Lee interprète le rôle de Kato. Il fera donc 2 apparitions dans la série Batman. Une première dans l'épisode crossover A Piece of the Action, Batman's Satisfaction, ainsi qu'à la fenêtre lors d'une des célèbres scènes du mur. Et puisque l'on parle des caméos lors de la traditionnelle scène de l'escalade, là ce sera festival. Dick Clark, Jerry Lewis, Sammy Davis Jr. et même Ted Cassidy en tant que Lurch de la famille Adams, ou Andy Duvine en Père Noël. J'en passe énormément car beaucoup ne diraient plus rien aujourd'hui, mais à l'époque on se bousculait pour faire une apparition dans la série. Suite au succès de la diffusion de la série, la production du film est lancée à peine le tournage de la saison a terminé en avril 1966. Julie Newmar, qui interprétait Catwoman lors de la première saison, étant souffrante, elle sera remplacée par Lee Meriwether, ancienne Miss America qui avait initialement participé au casting pour le rôle. César Romero, Burgess Meredith et Frank Gorshin vont reprendre leur rôle sur grand écran et Batman va donc affronter simultanément ses 4 plus grands ennemis. Techniquement, il s'agit ni plus ni moins qu'un épisode long d'1h30 avec son lot de stupidités habituelles aujourd'hui devenues cultes, comme le requin en mousse, les canards, les diplomates réduits en poudre, les fusées Polaris et j'en passe. Réalisé pour un budget de 1,5 million, il ne réalisera au box-office US et canadien qu'une recette de 1,7 million, et ce malgré la Batmania ambiante. Mais le but de ce premier film était plus de faire de la promotion pour la série à l'international dans les pays où elle n'était pas encore distribuée, même si des pays comme l'Espagne devront attendre 1979 pour pouvoir en profiter au cinéma. Malgré les scores mitigés du film, une seconde saison de 60 épisodes, contre 34 pour la première, va être mise en production. Mais la Batmania commence à s'essouffler, et les chiffres commencent à chuter. William Dozier va donc remanier le concept de la série pour sa 3e saison. Un seul épisode sera diffusé chaque semaine, l'épisode double se feront donc beaucoup plus rares. À la fin de chaque histoire va être introduit, si lors d'une courte scénette, le méchant de l'épisode de la semaine suivante, afin de continuer à teaser l'intérêt du spectateur. Et surtout, un nouveau personnage va être introduit, Batgirl. Donc, petit rappel sur Batgirl. Le personnage existait déjà dans le comics. Il apparaît pour la première fois sous la plume de Bill Finger et Sheldon Moldoff en 1961 dans le Batman numéro 139. Seulement, le personnage disparaît en 1964 en même temps que les personnages de la Bat-Family, avec l'arrivée du rédacteur Julius Schwartz et des bouleversements sur le titre que nous avons évoqué précédemment. Seulement, désireux de toucher un nouveau public, William Dozier va se rapprocher de Gardner Fox et Carmine Infantino afin de créer ensemble une nouvelle Batgirl qui apparaîtrait simultanément dans le comics et la série. Exit Betty Kane, la nouvelle assistante du Chevalier Noir, est désormais, en civil, Barbara Gordon, la fille du commissaire James Gordon. Elle apparaît pour la première fois dans l'histoire de The $1 Million Debut of Batgirl, dans le Detective Comics numéro 359, au cours de laquelle elle affrontera Killer Moth. Cette histoire servira de base à l'écriture d'un pilote pour un spin-off consacré à la nouvelle justicière, qui ne verra finalement jamais le jour. Yvonne Craig y interprète Batgirl et rejoint donc le casting de la série dès le premier épisode de la saison 3. Mais sa présence, ajoutée pour convaincre les producteurs de financer une 3e saison, ne parvient pas à sauver la série en perte de vitesse, et celle-ci finit par être annulée. NBC se propose de reprendre le serial pour une 4e saison, mais apprenant que les coûteux décors ont déjà été détruits, ils abandonnent le projet. Si la série, au cours de ses 3 années d'existence, va énormément booster les ventes de comics, le faisant passer devant Superman pour la première fois, elle va également énormément l'influencer. Comme nous l'avons vu, il y a la nouvelle Batgirl, créée pour la cohérence entre les deux supports. Mais assez rapidement, Robin commencera à dire des Holly à chaque début de phrase, un tic emprunté à la série. Elia Alfred. Schwartz l'avait fait tuer en 1964, mais le personnage étant omniprésent dans la série, il a bien fallu le ressusciter. Bruce Wayne ayant fondé la Alfred Memorial Foundation en hommage à son ami, celui-ci n'étant plus mort, il la transforme en Wayne Foundation qui va œuvrer en son nom pour le bien des habitants de Gotham City. Et comble du comble, en couverture du Batman 183, on y voit Batman préférant regarder ses propres aventures à la télé plutôt que de partir en mission. Bref, le comics était devenu un produit dérivé de la série aux grandes dames des fans qui avaient enfin réussi à retrouver un Batman sérieux. Mais bon, la série est maintenant terminée, on va pouvoir revenir aux choses sérieuses, surtout avec Neil Adams qui va arriver pour reprendre le personnage. Adam West et Betsy Heard, en revanche, resteront prisonniers de leur personnage. Ils continueront à porter la cape lors de nombreuses conventions pour les plus grands plaisirs des fans, mais ne retrouveront jamais la gloire d'antan. Pourtant, en 1970, Adam West aurait pu se distancier de son personnage en acceptant le rôle de James Bond dans Les Diamants sont éternels, mais il refusa car, en tant qu'Américain,
Il préfère laisser le rôle à un Britannique. Buttard, lui, délaisse le métier d'acteur pour se lancer dans la production de croquettes pour chiens. Adam West et Buttard réendosseront leur rôle mythique à de nombreuses occasions. Tout d'abord lors du doublage de dessins animés. Nous approfondirons le sujet lors de notre prochain gros dossier. En 1979, Hanna-Barbera, détentrice des droits du personnage, réalisera un téléfilm Legend of the Super-Hero, calqué sur le principe de Justice League, mais dans lequel Batman, Robin, Flash, Green Lantern, Hawkman, Captain Marvel, Huntress et Black Canary vont combattre le Legion of Doom, composé du Riddler, de Sinestro, Wizard, Mordo, Dr. Sivana, Giganta et Solomon Grundy, qui ont planqué une bombe dans un endroit secret. Si vous aimez regarder ironiquement le film tiré de la série de 1966, je vous recommande vivement le visionnage du téléfilm. Rien ne va. Les personnages sont mal écrits et sous-exploités, les rebondissements sont nuls, l'intrigue ressemble à une suite de mauvais sketchs rythmés par des rires enregistrés, le plan des méchants consiste à guider les héros afin de les aider à ruiner leur plan, et surtout, la présence des super-héros fait tache dans l'univers, on n'y croit pas une seconde. Et encore, je vous fais grâce au second épisode, The Roast, qui est même pas une réelle histoire, c'est une mauvaise parodie de talk show. Bref, un plantage complet. Mais bon, ce sera la seule apparition de Batman et Robin en live entre la série de 1966 et le film de Burton en 89. Et franchement, si vous aimez les nanars, ça vaut vraiment le coup d'œil. En 1994, Adam West écrira le livre Back to the Batcave, au cours duquel il reviendra sur la folie autour du personnage dans les années 60. L'année suivante, Buttard le suivra en sortant le livre Boy Wonder, My Life in Tights, qui apportera une version un peu plus réaliste sur ces années idéalisées par son camarade. La plupart de leurs anecdotes seront reprises dans le docu-fiction Return to the Batcave, The Misadventures of Adam and Burt, au cours duquel les deux acteurs se lancent à la poursuite de la Batmobile qui vient d'être dérobée lors d'une soirée de charité. Leur périple les mènera en différents lieux qui les forcera à se remémorer leur passé et nous plongera dans les coulisses de la série. Si vous voulez approfondir vos connaissances sur le Batman des années 60, je vous conseille vivement son visionnage. Pour célébrer les 50 ans de la série, DC Comics va publier en juillet 2013 et février 2016 une série de comics scénarisée par Jeff Parker intitulée Batman 66. De nombreux personnages créés pour la série télé comme le rat de bibliothèque ou Olga, la reine des Cosaques, vont faire ici leur première apparition dans un comics. Mais de nombreux personnages alors absents de l'univers comme Harley Quinn, Bane ou Poison Ivy vont virtuellement croiser la route de Adam West et Buttard. Dans l'esprit de ces comics, la Warner va sortir en 2016 un premier dessin animé, Batman, Return of the Caped Crusaders, pour eux aussi célébrer les 50 ans de la série. Adam West et Buttard y reprennent leur iconique rôle en doublant une dernière fois leurs personnages. Seulement, le côté caricature des visages des personnages, le style d'animation plutôt rigide et bâclé, mais trop moderne par rapport à l'époque mise en scène, et la voix chevrochante de Papy Adam West sont autant de freins au visionnage. Pourtant, ce direct DVD aura un petit succès et un second film, Batman vs Two-Face, avec William Shatner dans le rôle de double face, sortira en octobre 2017, soit 4 mois après la mort de Adam West qui y réalisera sa dernière performance. Je pense qu'on aurait dû s'en tenir aux deux meilleurs hommages qui ont pu être rendus à Adam West plutôt que de produire ces deux dessins animés, à savoir son rôle de mère de K-Hog dans Family Guy et surtout l'épisode Beware the Grey Ghost de la série animée de 1992 où il tient le rôle d'un personnage fictif qui inspirera Batman à Bruce Wayne. Cette émission est terminée. Je vous remercie d'avoir suivi. En ma compagnie, vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Bonjour chez vous. To the Batmobile. Let's go.